Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique, je vous avais promis monsieur Yves Likanda. Monsieur Likanda, bonjour. Bonjour, Bien, monsieur. bienvenue dans Bonjour l'Afrique, votre émission sur le web. Pour commencer, je vous dirai déjà bonne année à vous. Merci. Monsieur Likanda, je suis venu à Amiens, je suis tellement ému parce que c'est ma terre quand même, j'ai été amiénois. Monsieur Likanda, quand je suis arrivé à Amiens en 89, je me rappelle, vous étiez déjà en train de militer. 89, 92, il y a eu la conférence nationale. Quelles ont été vos activités entre 89 et 92, monsieur Lekanda? Parce que vous commenciez déjà à militer à cette époque. Je veux revenir sur ces dates, monsieur Lekanda, et après, nous continuons notre débat. Merci, monsieur Ebaka. En fait, j'ai commencé à militer depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Vous prenez la fourchette de l'année de 92 à 89, mais je vous dirai tout simplement que je milite pratiquement depuis la maison. C'est-à-dire, mes parents étaient déjà des militants politiques de parti MSA. Donc, depuis la maison, j'étais déjà pratiquement entraîné à aimer faire la politique, à aimer la politique. Bon, en 92, effectivement, sur Amiens, en tant que vieux militant, je, je suivais plutôt les jeunes qui étaient ici, parce que l'organisation politique sur Amiens n'était pas structurée en parti ni en association politique. On avait particulièrement affaire au Parti congolais du travail et à l'UGC. Et moi, je n'étais pas à l'UGC. Je n'étais pas à l'UGC, mais j'étais tout au moins un responsable politique, dans le sens que je militais déjà depuis longtemps. Donc, je suivais l'activité des jeunes. Et étant donné que je n'étais pas membre du Parti congolais de travail, je n'étais pas donc pas membre de l'UGC, alors je suivais comme tous les Congolais qui s'intéressaient à la politique, mais qui étaient exclus du fait d'un parti unique aux activités politiques de notre pays. Voilà, Monsieur Iblikanda, ce que je ne comprends pas, c'est qu'effectivement, vous n'avez ni été à l'UGC, ni été au PCT. Les trois quarts des hommes politiques ont tous participé à ces mouvements politiques. Comment avez-vous fait pour échapper à ces mouvements? bon, disons que je n'ai pas échappé, mais j'ai pas voulu tout simplement. En ce qui concerne l'UGC, moi je vous dirais tout simplement que moi j'ai fait partie des premiers bureaux du l'UGC de la ville de Brazzaville. J'étais jeune, encore, et on militait depuis la GMNR, ensuite le passage de la GMNR en UGC. Donc je suis rentré à l'UGC avec l'ancien maire de Brazzaville, Jean-Jules Okabando. Nous étions les plus jeunes membres du bureau, le premier bureau, n'est-ce pas, de l'UGC de la ville de Brazzaville, qui a été mis en place dans la Bibliothèque nationale au niveau des plateaux. Mais après, j'étais partagé entre mes études et mes activités de militant. C'est donc en 69, quand je quitte Brazzaville pour aller me former, que je rends avec des activités de l'UGC, parce que là où je suis allé étudier, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de cellule de l'UGC. Et quand j'ai fini ma formation, donc en 72, je suis revenu, j'étais plus ou moins pris par les activités professionnelles, parce que je m'intéressais à la formation d'autres jeunes. Donc j'ai enseigné pratiquement à gauche à droite, et les activités de l'UGC ne m'ont pas beaucoup captivé, d'autant plus que je commençais à avoir une certaine opinion de la manière dont la politique était faite chez nous. Donc déjà le parti unique, je n'en voulais pas depuis sa naissance. Et donc indiscutablement, l'UGC s'en creusait, ben, je m'en suis écarté. Ok, nous arrivons en 92, conférence nationale, monsieur Lekanda, je vous ai vu à Amiens militer, et puis bon, vous vous êtes retrouvé au RDD. En parlant du RDD, que devient le RDD aujourd'hui, et quelle est votre position finalement? Toujours au RDD, monsieur Lekanda, ou vous avez changé de parti politique? Mais non. Effectivement, le RDD est le premier parti politique auquel j'ai adhéré. J'ai adhéré au RDD sur la base d'un principe. Un principe, un slogan, une parole qui avait été lancé par son président fondateur, le président Yumbi Opango, l'excellence. Rien que ce concept excellence m'a captivé,
a mobilisé, n'est-ce pas, mes convictions pour aller dans ce parti afin de faire prévaloir ce concept de l'excellence, l'excellence au travail, la promotion de l'excellence. Eh bien, chemin faisant, dans ce parti, au bout du compte, je n'ai pas trop trouvé mon compte, disons, je n'ai pas trop trouvé mon compte dans ce parti. Et la pratique m'a plus ou moins repoussé et je suis sorti, malgré moi. Je ne voulais pas sortir parce que j'avais gardé mon inscription jusqu'à ce que je me sois pratiquement désintéressé total des activités de ce parti dont j'étais pratiquement, disons, cofondateur, parce que j'étais membre du comité directeur de ce parti. Mais je me suis soustrait sans faire trop de bruit pour laisser les autres, n'est-ce pas, continuer l'œuvre sans pour autant leur porter des critiques. En tout cas, c'est avec beaucoup de réserve que je me suis soustrait de ce parti. Je me suis mis à l'écart. Mais après avoir beaucoup travaillé pour son implantation en France, car en fait des comptes, les premières cellules de RDD en France furent implantées par Yves Lekanda, que je suis, J'ai été témoin. Voilà. J'étais témoin. Monsieur Lekanda, plus nous parlons du RDD, il y a un conflit en ce moment. Je ne sais pas si c'est un conflit, l'appelé comme ça. Monsieur Guy Mavimba, que je tiens encore à rendre hommage parce que nous partageons beaucoup d'informations, il y a eu un problème entre Guy Mavimba et le secrétariat général du RDD. Il y a une partie des gens du RDD qui ont dit oui à la nouvelle constitution et une bonne partie qui ont dit non. Nous avons appris l'exclusion de Guy Mavimba. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ou c'est encore une fausse information comme nous avons l'habitude sur les réseaux sociaux? Non, je ne suis pas au courant de l'exclusion de mon jeune frère Guy Mavimba. Je suis en contact avec lui, bien sûr, mais je n'ai pas eu vent de cette exclusion. J'ai par contre appris qu'il était question de démettre le président fondateur de RDD, et je crois que je ne fantasme pas. Guy Mavimba lui-même est passé sur les antennes, je l'ai vu dans une vidéo sur Facebook, effectivement, confirmer qu'il était utile de sortir le président fondateur du parti, compte tenu de ses prises de position qui n'étaient pas trop démocratiques. Le président fondateur qui est Yomi Opango. Exactement. Alors, j'ai aussi appris par d'autres personnes, par d'autres amis, restés au RDD, qu'ils étaient en voie de revoir la présence du président Yomi Opango en tant que président du RDD, n'est-ce pas? Et qu'il serait possible même qu'il soit démis de ses fonctions. Mais Guy Mavimba a largement expliqué pourquoi il était nécessaire pour le RDD, si le RDD voulait avancer dans le sens du vent, de poser la question du président Yomi Opango, au-delà de relations personnelles, au-delà de relations individuelles, au-delà de relations familiales, qui lient le président à un certain nombre de membres du parti, de son parti RDD. Revenons sur l'événement actuel. J'aimerais avoir votre avis déjà sur les événements qui sont passés entre le 17, 18, 19, 20 octobre. Monsieur Lekanda. Je pense que nous allons trop vite en besogne parce que ces événements sont je ne dirais pas l'aboutissement, mais la conséquence d'une situation qui a été créée de toutes pièces dans notre pays par le président de la République. Souvenez-vous que le 10 décembre 2013, j'étais l'invité de M. Eli Smith à son émission La Grande Interview. La Grande Interview. De la télé MMTV. Alors, il avait été question au cours de cette émission de parler de beaucoup de choses, entre autres de cette constitution. On envisageait déjà à l'époque soit la modification de la constitution, soit le changement de cette constitution, le 22 janvier 2002. Et à cette date déjà, cette période déjà, j'avais dit à M. Eli Smith que vouloir absolument changer ou modifier la Constitution, cette Constitution, dans les circonstances actuelles, c'était vouloir absolument déstabiliser le pays. La phrase était nette.
Et ceux qui avaient entendu cette phrase auraient pu se poser la question, qu'est-ce qui allait se passer? Et je crois qu'au fil du temps, on a vu effectivement ce projet de changer ou de modifier se mettre en route. Il y a eu un débat, un grand débat. Ceux qui avaient eu l'occasion de m'entendre avaient dû déjà se dire, tiens, ce que les candidats a dit semble arriver. Et nous sommes arrivés là. Nous sommes arrivés à un grand débat qui était d'abord un débat très pauvre parce que nous avons en face de nous ceux qui posent des problèmes, ceux qui posent des questions et qui n'en débattent pas, mais qui prennent des décisions et qui les mettent en marche. Le PCT particulièrement, c'est un parti qui ne débat pas. Il décide et ensuite il vous soumet à sa décision et vous devez, n'est-ce pas, respecter. Alors, donc cette question de la Constitution avait déjà commencé à inquiéter, à poser de problèmes. Et lorsqu'on développe cette question, lorsque le président déroule son plan, qui est un plan réfléchi, qui est un plan qui a des subséquences, c'est-à-dire des séquences adjointes, point par point, c'est-à-dire il avance son plan et le monde suit. Alors, la mise en place, le déroulement de ce plan, qui était pas seulement pas de changer, on avait l'intention, on disait au départ qu'on allait tout simplement modifier. Effectivement, à l'intérieur de cette constitution, il y a matière, n'est-ce pas, à soumettre à la modification. C'est-à-dire cette constitution prévoit des matières qui peuvent provoquer, qui peuvent donner au président de la République la possibilité de questionner, n'est-ce pas, son peuple par référendum. Mais dans cette constitution n'est pas prévu, la matière de changement de constitution n'est pas prévue à ma connaissance. Donc nous sommes allés doucement sur une marche, sur une machine, sur une mécanique. On a commencé par nous parler d'abord de la modification. On n'a pas pris au sérieux, on a estimé que le président pouvait avoir raison, d'autant plus qu'à l'intérieur, il y a possibilité. Et doucement, on a amené le peuple vers un autre terrain, celui du changement qui n'est pas prévu par la Constitution. Alors là, le conflit devenait réel, n'est-ce pas? Et la contradiction était telle que la position du parti au pouvoir s'était mise à nu de changer tout simplement. Alors en ce moment-là, le peuple a réagi. Les partis de l'opposition ont réagi. Et cette réaction nous a mené, effectivement, malheureusement, aux événements dont vous faites allusion, particulièrement de 20 octobre, n'est-ce pas? 20 octobre, effectivement. Alors, et je vous apprends que c'est de mauvaise foi que d'amener tout un peuple à cette fin, à en arriver là, alors qu'on avait la possibilité, on a la possibilité, jusqu'aujourd'hui, d'en débattre, sans pour autant affronter, n'est-ce pas, s'affronter, c'est-à-dire provoquer des affrontements qui puissent arriver, qui puissent se conclure à des morts d'hommes. Ça me fait penser aux mots du président Boukadia. Encore une fois, je vais revenir sur le monsieur Boukadia. Monsieur Lekanda, monsieur Boukadia a décidé de créer l'État du Congo Sud. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Lekanda? J'ai eu cette chance d'interviewer ce monsieur. Il est ici clair, direct dans ses bottes. Pour lui, si vous changez cette constitution, lui, il crée l'État du Sud Congo. À ma grande surprise, j'ai vu qu'il a encore élargi. Il a dit il va créer l'État du Sud Congo Nord-Sanga. J'aimerais avoir votre avis, monsieur Lekanda, sur monsieur Boukadia. D'abord, est-ce que vous connaissez monsieur Boukadia? Vous avez eu la chance de le rencontrer? Oui, je connais très bien mon cher ami Modeste Boukadia. Très très bien, je le connais très bien. J'ai eu à plusieurs reprises à cause avec Modeste. Et je peux me permettre de dire que c'est un homme sérieux. Ah, monsieur Boukadia, c'est un homme sérieux. La moitié des Congolais le prennent pour quelqu'un qui a pété un câble, qui dit qu'il veut la division du Congo. Qu'est-ce que déjà vous pensez de cet avis de division du Congo? D'abord, il faut commencer par dire que les Congolais qui jugent les autres doivent se connaître eux-mêmes. Est-ce que les Congolais sont en fait sérieux? Parce que si nous étions un peuple sérieux, ce qui nous arrive ne pourrait pas arriver. Si nous étions un peuple sérieux, ce qui nous arrive ne pouvait pas arriver. Nous avons M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, depuis plus de 30 ans.
Et on doit voir le cheminement, comment est-ce que nous arrivons à voir M. Denis Sassou Nguesso comme président de la République. On doit voir les mécanismes, les mécaniques qui nous conduisent à avoir M. le Président Sassou Nguesso comme président de la République. Et de temps en temps et constamment, qu'est-ce qui se passe? Si nous étions déjà sérieux, on aurait déjà pu changer de chef d'État dans le style, n'est-ce pas, des pays démocratiques, au moins déjà 2 ou 3 fois, ou 4 fois. On aurait déjà connu au moins 2 ou 3, 4 chefs d'État. Mais que nous ayons M. Denis Sassou Nguesso comme chef d'État depuis près de 35 ans, ce n'est pas mal. Mais comment? Comment est-ce que nous arrivons là? Et lorsqu'on se pose ce comment, on se regarde. On regarde d'abord la pertinence, n'est-ce pas, des conditions qui nous conduisent à reconduire M. Sassou Nguesso comme président de la République. Et quand on parle de pertinence, on est obligé de regarder le sérieux du peuple, qui est aujourd'hui obligé de s'opposer à M. Denis Sassou Nguesso, quitte à perdre près de 20, 30, 40 vies. C'est énorme. Mais j'ai comme l'impression que les pertes de vie ne font rien, ne provoquent rien d'émotion, d'émotif, de tristesse chez les Congolais. Chez certains Congolais, comme vous le parlez. On peut marcher sur des corps et puis repartir chez soi, retrouver sa famille, manger, boire et dormir comme si rien n'était passé. Quand on pose la question sur un individu qui pense comme Boukadia, de son sérieux, on doit d'abord commencer par regarder son propre sérieux, si l'on est soi-même sérieux, pour juger d'autres. Moi, à mon avis, Modeste Boukadia est très sérieux. Et depuis qu'il pose le problème de la division de ce pays, du Congo, les Congolais auraient déjà pu s'en émouvoir. Les Congolais auraient déjà pu se poser des questions. Mais malheureusement, quand vous allez à Brazzaville, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est comme si rien n'était. Même pas la radio, même pas le pouvoir. C'est comme si Boukadia parlait en son nom propre. Alors qu'il se dit qu'il est président d'une institution, d'un parti. Il parle au nom d'une certaine faction du peuple congolais. Il s'adresse aux institutions internationales. Alors, dans un peuple sérieux, dans un pays sérieux, la question de Boukadia aurait déjà pu faire l'état d'un débat. Mais malheureusement, par orgueil ou par dépit, comme ça, on n'en parle pas. Et on attend de surprendre, que quelque chose nous surprenne, n'est-ce pas? Et les Congolais sont prêts à émettre des points de vue, à émettre des jugements, pratiquement à la légère. Moi, je pense que le problème que pose Boukadia, il est très sérieux. Je vais vous dire que j'ai pu rencontrer Boukadia. J'ai pu recevoir Boukadia ici, chez moi, à la maison. Il est venu m'expliquer son problème, parce qu'il sait très bien que je ne peux pas partager ce point de vue, il fallait qu'il me convainque. Je ne peux pas dire qu'il m'a convaincu, mais je peux dire sérieusement qu'il pose un problème sérieux qui devrait être débattu maintenant en attendant qu'il devienne excessivement difficile à résoudre. Le cahier de charge qui est posé, qui est présenté par M. Modeste Boukadia n'est pas un cahier de charge farfelu. C'est un cahier de charge bien chargé en quelque sorte, je pourrais dire. C'est un cahier de charge réel qui devrait faire réfléchir les Congolais qui jugent M. Boukadia. Moi, ça m'a fait réfléchir. Ce cahier de charge, quand il a doublé, quand je l'ai lu, il m'a fait tressaillir. J'ai eu peur, à la fois honte, et voire même beaucoup de tristesse. Ce cahier de charge. Quand on essaie d'évoquer des morts d'hommes, la mort du président Marien Ngouabi, du président Massamba Deba, du cardinal Biayenda, les 535 disparus, etc., etc. Comment est-ce que quelqu'un de normal, de bonne nature, ne pourrait pas s'en émouvoir? Et dire que cet homme pose un problème à la légère ou qui n'est pas sérieux, moi je pense que ce sont ceux qui le jugent qui ne sont pas sérieux et qui attendent que quelque chose leur tombe sur la tête pour qu'ils se rendent compte que le problème qu'il pose est effectivement sérieux. Avant de terminer, pour passer à un autre sujet, on va rester un tout petit peu. Nous avons suivi les informations, je pense que j'ai eu la confirmation directement par le réseau de M. Boukadia. M. Boukadia rentre à Brazzaville ce mercredi. Quel message vous pouvez transmettre à M. Boukadia? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent s'il rentre, il va se jeter dans la gueule du loup, on va le jeter en prison.
D'abord, je n'ai pas un message particulier à formuler à l'endroit de Modeste Moukadia parce que c'est un homme mûr. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut. Et je ne pourrais pas me donner la prétention de lui indiquer une direction quelconque alors que ce Congolais, ce concitoyen, avant de poser cet acte ou de lancer, n'est-ce pas, ce mot d'ordre, a dû réfléchir lui-même, a dû consulter plus compétent que moi en la matière. Alors, si j'ai un message en ce moment-là, ce ne serait pas un message politique, ce serait un message d'amitié, tout simplement. Un soutien d'un frère dans ses convictions, dans le déroulement de ses convictions, dans la défense de ses convictions. C'est un homme de conviction, M. Moukadia. Alors, pour cela, il a mon amitié, il a mon soutien. Pourvu qu'il y arrive, disons qu'il arrive, à défendre ses convictions et à les faire triompher. Avant de parler de la diaspora, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur la diaspora, Monsieur Lekanda, je sais que vous êtes un fils du pays, vous allez régulièrement à Brazzaville. Les événements de Ngamakosso. Aujourd'hui, la moitié des maisons de Ngamakosso tombent, il y a des pluies partout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Bon, alors ça c'est très... Je suis très content de cette question parce que depuis près de 2, 3, 4, 5, 6 jours, je réfléchissais sur ceux qui acceptent les responsabilités. Ceux qui acceptent les responsabilités au plan national. Lorsqu'on vous amène à être ministre, vous devez d'abord réfléchir si le poste, le portefeuille qu'on vous confie, au-delà que vous ayez des conseillers, des techniciens en la matière, si vous-même vous êtes à mesure de produire une innovation, de produire des idées qui peuvent amener votre ministère à faire plus que ce que votre prédécesseur a pu faire. On n'accepte pas un poste ministériel comme ça parce que c'est un poste ministériel, n'est-ce pas? Je crois que quand on fait de la politique, on doit d'abord réfléchir ce que vous pouvez amener à votre pays. Dans quel domaine vous pouvez être compétent, vous pouvez être capable d'innover, vous pouvez être capable de satisfaire, n'est-ce pas, les attentes, hein, n'est-ce pas, de vos concitoyens. Alors, je me disais, je fais de la politique. Et si jamais demain j'étais appelé aux responsabilités, j'aimerais bien être maire de Brazzaville. Ah, maire de Brazzaville. Absolument. Il y a des gens qui veulent être C'est ministre. passionnant. Ah, il y a des gens qui veulent ministre, vous voulez qu'être Non, maire. tout simplement maire. Parce qu'être maire de Brazzaville, à un moment donné, ça pourrait être plus émouvant que d'être ministre. Avoir dans sa tête la maquette d'une ville, n'est-ce pas, que vous voulez offrir à vos concitoyens. Avoir dans sa tête la beauté, n'est-ce pas, d'une ville que vous voulez offrir aux touristes, à ceux qui voyagent, à ceux qui viennent visiter votre pays, monsieur. On ne peut pas être maire sans connaître le recoin de votre ville et la configuration géographique de votre ville. Je me pose la question de savoir si le maire de Brazzaville peut connaître plus de 100 rues de Brazzaville. Je me pose la question si lui-même y a été déjà en Ngamakosso, ne fût-ce qu'à pied, arpenter, n'est-ce pas, les collines et les montagnes de Ngamakosso pour voir dans quelles conditions vivent ses concitoyens, s'implantent ses concitoyens. Ils vivent dans quelles conditions? Je me pose la question de savoir si monsieur le maire de Brazzaville a déjà eu l'occasion de visiter les chantiers de Brazzaville, de visiter par exemple les chantiers de canalisation de Brazzaville. La canalisation, les canalisations. J'en ai eu une qui passe devant chez moi, monsieur Baka. Et depuis près d'1 an, j'attirais déjà la sonnette d'alerte à ceux qui passaient devant chez moi pour faire la rue qui passe devant chez moi, que cette rue finira par être une digue, c'est-à-dire elle fera que nos maisons s'inondent. Et aujourd'hui, ma maison s'inonde. Elle est dans un endroit que, normalement, naturellement, géographiquement, elle ne pouvait pas s'inonder. Comment voulez-vous être à 300 mètres de la Tchémé, sur un haut plateau d'au moins 5 degrés par rapport à la Tchémé, et que votre maison puisse s'inonder? Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous que sur un terrain plat, on vous fasse une rue à 1 mètre au-dessus du terrain normal, de la forme normale? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, les événements de Ngamakosso,
Je suis triste. Parce qu'on aurait pu prévoir depuis très longtemps que ce terrain, que ces agglomérations, que ces paysans subiront des catastrophes. Et surtout que nous n'avons pas une politique de défense ou de protection contre les catastrophes. On ne sait pas les juguler. Ce qui arrive, ça ne m'étonne pas du tout. Il y a des techniciens pour comprendre si ce terrain est favorable pour... Admettons que les propriétaires fonciers, qu'on ne peut pas changer de terrain pour construire notre ville, Brazzaville. Mais il y a des techniciens. On travaille le terrain avant de connivence avec les propriétaires fonciers pour pouvoir permettre aux habitants de construire sur des terrains travaillés, préparés. Malheureusement. Regardez la canalisation de Madougou-Tchekele. Est-ce que c'est cela qu'il fallait faire? Est-ce que c'est cela qu'il fallait faire? Monsieur le maire était un enfant de Pout-Potou. Le quartier dans lequel habite son père, à Pout-Potou, c'est un petit talvec, c'est une petite colline par rapport au terrain de Wenze. En bas, il y a Madougou-Tchekele. À l'époque où il était enfant, il y avait des canalisations, il y avait des caniveaux construits en briques rouges qui partaient du marché de Pout-Potou jusqu'à la rue Kassé, jusqu'à, n'est-ce pas, Madougou-Tchekele, qui partait de la grande école, d'un côté à l'Amfoua, d'un côté Madougou-Tchekele. Mais allez voir, de la rue Mboshi jusqu'au marché de Pout-Potou, vous ne pouvez plus passer à Pout-Potou. Vous ne pouvez plus traverser en voiture à Pout-Potou. Il y a des parcelles qui s'inondent. Vous trouvez, il y a quelque chose qui marche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce Madougou-Tchekele à l'époque, dans les années 103, 102-103, le président Youlou a fait creuser de plus d'1 mètre. Les premières dalles qui ont été posées à Madougou-Tchekele ont été posées par le président Youlou. Moi, j'étais enfant. On faisait éclater de la pierre au lit. Le lit de Madougou-Tchekele était dans certaines parties en pierre et on faisait éclater à la dynamite pour creuser. Là, on aurait pu creuser encore de plus belle, au moins 3 mètres de profondeur, Madougou-Tchekele, avant de faire cette dalette. Mais malheureusement, Madougou-Tchekele a été ramené à moins d'1 mètre de profondeur, pratiquement au même niveau que les parcelles. La ville s'est affaissée et à chaque fois qu'il pleut, les eaux débordent, envahissent les parcelles. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'a donc fait le maire? C'est pour ça que je me suis dit, mais il y a tellement de choses à faire à Brazzaville. Des belles choses en plus. Quand on connaît la configuration de Brazzaville, qu'on ne peut pas nous livrer ce qu'on est en train de dire ou en train de montrer, c'est vraiment triste. Monsieur Yves Likanda, il nous reste 5 petites minutes. On va parler rapidement de la diaspora. Avec tous les intervenants que j'ai eu dans Bonjour l'Afrique l'année dernière, il y a 2 ans quand j'ai commencé, je sentais que la diaspora risquerait d'avoir des problèmes. Aujourd'hui, la diaspora, quand je dis des problèmes, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir. J'ai l'impression qu'il y a tellement de réunions, j'ai même des réunions que j'ai vu votre nom que vous n'êtes pas venu. D'abord, pourquoi on ne vous assiste pas beaucoup dans les réunions à Paris, monsieur Likanda? Est-ce que votre absence ne fait pas ce que vous êtes nombreux aujourd'hui, vous restez chez vous? Est-ce que cette absence de cerveau ne fait pas ce que les choses ne marchent pas? Pourquoi d'abord vous n'êtes pas dans les réunions de la diaspora, monsieur Likanda? Parce que je sais que vous avez toujours été militant. Bon, vous savez, le problème de la diaspora de France, plus particulièrement de Paris, ils sont les premiers que je connais. Ils sont très complexes, les problèmes de la diaspora. Vous savez, j'ai été invité, effectivement, depuis près de 10 ans, de 5 ans, je ne vais plus dans les réunions de Paris parce que je sais que ce n'est pas là que l'on produit les vraies solutions, n'est-ce pas, aux crises qui se posent dans notre pays. Il y a une seule personne qui a tiré profit de la diaspora à Paris, en France, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Parce que ce monsieur, il est parti, le président de la République actuelle, quand il y a eu une crise à Brazzaville, au Congo, il est parti, il est sorti. Il est venu en France, il s'est installé en France, à Paris. Il a créé une sorte de réflexion, Magenta. Et tous étaient derrière lui à Magenta. Ils ont tous réfléchi sur les conditions de repartir à Brazzaville, prendre le pouvoir. Il est parti de Paris, il est arrivé à Brazzaville, d'une manière générale, globale, il a fini par prendre ce pouvoir. Ce pouvoir l'a pris en chassant un autre pouvoir qui est en place, celui du président Edoussouba, qui est sorti.
avec tous ces cadres, avec toutes ces institutions, s'installer en France, jamais ils n'ont réussi à mettre en point une stratégie pour repartir, faire comme M. Sassou, prendre le pouvoir. Alors on perd du temps. On a perdu beaucoup de temps. Moi, j'ai été à la base de la création du Front, qui a conduit beaucoup de KDC à repartir à Brazzaville après la fameuse réconciliation de 2002, je crois, 2001, si j'ai bonne mémoire. Bon, bref, à Paris, on perd du temps dans des débats inutiles, dans des fractions qui s'affrontent, des chapelles qui s'affrontent d'intelligence, de diplômes. On est de telle formation, l'autre ils vont rien. Paris, c'est juste pour sous-estimer ceux qui sont sur le terrain, qui combattent au corps à corps avec les partis du système. D'accord. Monsieur Lekanda, il nous reste 2 petites minutes. Dans les discussions en off que nous avons eues, j'étais surpris que vous soyez né à Brazzaville. J'ai lancé un appel la dernière fois par une pique de colère, comme on dit, parce qu'il y avait mon frère qui était en prison. J'ai demandé à tous les Brazzavillois, les gens qui sont nés à Brazzaville, vous êtes où? Parce que nous sommes gérés par, il faut dire, les 3/4 des gens qui nous gèrent sont nés au village. Mais pourquoi vous les Brazzavillois, on vous entend pas? Vous qui êtes nés à Brazzaville, j'ai été surpris parce que j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont nées après les années 60 sont tous nés au village. Parce que je ne comprends pas le comportement des gens de Brazzaville, laisser ce pays en train de mourir. Est-ce que c'est pas de votre faute, cette fuite de cerveau? Je reviens encore sur cette question, monsieur. Mais non, disons qu'on soit né à Brazzaville ou à l'intérieur, bon, on est tous congolais, certes, mais le problème, c'est un problème de culture. Vous savez les Brazzavillois, les gens de Popoto, de Wenze, de Bakongo, ils ne sont pas élevés, éduqués dans l'affrontement, hein, n'est-ce pas, tel que nous impose la manière de faire la politique chez nous. Si les responsabilités viennent, nous ne nous battons pas pour aller aux responsabilités. Nous nous battons pour que les responsabilités viennent à nous. C'est-à-dire pour qu'on nous reconnaisse la compétence, pour qu'on nous reconnaisse la légitimité, pour qu'on nous reconnaisse la capacité de faire quelque chose. Mais nous, sans mesurer nos propres capacités à rendre au pays, nous ne nous battons pas pour aller prendre le pouvoir. Moi, je crois que c'est un peu ça la caractéristique des enfants de Brazzaville. Alors, effectivement, vous avez raison. Quand on regarde dans le paysage politique congolais, très peu de cadres parvenus, n'est-ce pas, à la politique sont nés dans les grandes villes, nombreux viennent de l'intérieur et je crois qu'il doit y avoir certainement un problème de psychologues, de sociologues à voir un peu le comportement qui est induit par ces frères qui n'ont pas tellement trop connu la vie de partage en ville, qui ont été dans... Moi je pense que vous posez là un vrai problème, mais un problème qu'il faut absolument examiner avec plus de tact. Ah oui, parce que je peux parler au nom de ma génération. Moi, j'estime que nous